Bonjour à toutes et à tous. Donc, on est ravis avec Benjamin d'organiser cette table ronde. En fait, l'idée, c'était il y a quelques mois, nos deux structures se sont rencontrées et qu'on a un peu partagé nos expériences, on s'est rendu compte qu'on rencontrait pas mal d'entreprises, de startups qui avaient donc des projets à impact. Nous, c'est vraiment ce qu'on fait. Enfin, moi, chez Mandarine Gestion, c'est ça, incubateur, pas uniquement, mais de plus en plus. Et du coup, on s'est dit, c'est dommage, on rencontre des projets qui mettent pas suffisamment leur impact en valeur ou parfois qui en sont pas conscients. Et on s'est dit, ce serait pas mal d'échanger sur le sujet, de donner des conseils, de répondre éventuellement à des questions d'entrepreneurs, d'entrepreneuses qui seraient dans cette situation. Et donc, on a convié Kat, Maxime et Ricardo pour avoir essayé de pouvoir être le plus représentatif possible et d'avoir différents parcours. Donc voilà, du coup, on est ravis et j'espère qu'on va pouvoir répondre à vos questions. Alors, du coup, on va déjà commencer par tous se présenter. Pour ceux qui ne connaissent pas Incubator, donc on est un réseau national d'incubateurs qui sont répartis sur l'ensemble du territoire national, avec notamment un programme à impact. Donc, on prend les projets qui sont vraiment au stade de l'idée et on les accompagne jusqu'au MVP et aux premières levées de fonds. Faustine, je te laisse présenter. Ouais, je prends le relais. Donc, du coup, enchantée, moi, c'est Faustine. Je suis analyste chez Mandarine Gestion. Mandarine, c'est une société de gestion dont le cœur de métier, c'est de gérer des fonds cotés avec une démarche responsable. Mais depuis la création, donc en 2008, on a eu la volonté de s'engager dans le financement de projets à impact. C'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Pourquoi? Parce que chez Mandarine, il y a eu la volonté très tôt d'apporter les bonnes pratiques du secteur financier et notre expertise à l'économie sociale et solidaire. Et on a créé un premier fonds solidaire, qui est le fonds Mandarine Capital Solidaire. Et ensuite, en 2016, on s'est vu confier la gestion du fonds Novès, qui est un deuxième fonds solidaire qu'on a, donc un fonds qui a été créé par la Caisse des dépôts. Aujourd'hui, fort de cette expérience, on porte un projet de nouveau fonds à impact pour lequel on est en levée. Jusqu'ici, nous, on a accompagné principalement des structures de l'économie sociale et solidaire, quel que soit leur secteur et à différents stades de développement. On peut vous citer quelques exemples. Moulineau, qui est une entreprise d'insertion qui valorise les biodéchets. On a également accompagné Jean Bouteille, qui est un acteur du vrac liquide zéro déchet. On a Rutabago, qui démocratise le bien manger, ou encore Social Bar, qui a un concept assez unique autour de la convivialité. On accompagne plus de 40 projets, donc je ne vais pas vous faire une liste détaillée. C'est pour vous donner un peu une idée des types de projets qu'on a pu accompagner côté Mandarine Gestion. Enfin, on les accompagne toujours d'ailleurs, mais on avait pu rencontrer. Donc nous, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On intervient, on investit dans ces structures en fonds propres et ou en quasi-fonds propres. Notre objectif, c'est de les accompagner dans leur changement d'échelle et surtout de co-construire avec elles des démarches d'impact qui vont lier à la fois l'action durable et la cohésion sociale. Voilà, je laisse la parole à Kat pour se présenter. Bonjour. Donc, en fait, moi, je suis ici en tant que membre de Femmes Business Angel. Femmes Business Angel, c'est un recoupement de femmes, soit cadre sup, profession libérale ou entrepreneurs comme moi, puisque moi, je suis profil entrepreneur, qui se sont regroupées, bon, on est à peu près 150, pour essayer de favoriser l'investissement au féminin, en fait, parce qu'on s'est rendu compte qu'il était quand même extrêmement marginal à l'origine. Et par contre, on finance des projets qui ne sont pas exclusivement féminins. Là, pour le coup, il peut y avoir des fondateurs voilà, qui sont de tout type. Qu'est-ce que je veux dire? On finance à peu près une quarantaine de projets par an. Et dernièrement, on s'est focalisé un petit peu plus sur l'impact et on a essayé de voir comment on pouvait contribuer à financer des entreprises à impact, puisqu'il faut savoir que mondialement, il y a en fait 1% des fonds qui sont dédiés à des entreprises à impact, 1 à 2%. Donc, c'est encore extrêmement faible et on s'est dit pourquoi pas. Voilà, Femmes
Femme Business Angel, c'est aussi un fonds d'investisseuses qui finance d'une façon un peu plus importante. Il a démarré au mois de juillet cette année. Voilà, donc c'est à la fois des individus qui financent en propre et puis également un petit fonds d'investissement qui démarre. Voilà. Je passe la parole. Voilà. Allez, à Ricardo. Ricardo, par exemple. Bonjour à tous, ravi d'être ici. Merci pour l'invitation, Benjamin et Faustine. Donc, je suis le fondateur de Impact Track. On travaille avec la gestion, la mesure, la gestion et la communication de l'impact. J'ai une expérience dans le financement des projets socio-environnementaux. Je travaille à Zurich et puis au Brésil. Je suis brésilien d'origine. Et on finançait des projets en Afrique, en Asie, en Europe, au Brésil. Et j'ai constaté qu'il y a des très beaux projets, mais que les projets, normalement, ils ont du mal à mettre en avant, à même reconnaître la valeur sociétale, environnementale qu'ils génèrent. Et ça les empêche de mieux gérer leurs projets, d'assurer qu'ils vont vraiment délivrer cette valeur et de communiquer cette valeur auprès des financeurs qui s'intéressent par l'impact. Et c'est pourquoi j'ai créé un Impact Track. Donc aujourd'hui, nous sommes 6. Nous travaillons notamment avec les organisations qui ont une mission sociale et environnementale très forte, comme la Croix-Rouge, comme des fondations, Fondation Entreprendre, Fondation Break Poverty, avec des associations de taille moyenne et des financeurs accompagnateurs comme Malakoff Humanis, comme un incubateur et d'autres. Donc voilà, nous sommes 6 et cette dernière année, on a constaté une forte croissance, beaucoup d'intérêt et la raison pour laquelle on s'est lancé dans une levée de fonds en 2021. Et je passe la parole à Maxime Delita. Merci Ricardo. Donc Maxime de l'ITA. Donc l'ITA, c'est une plateforme d'investissement participatif dédiée aux projets à impact positif. Donc c'est le premier critère, c'est l'impact. Donc on juge en interne si le projet a de l'impact ou pas, et ensuite on valide que le modèle économique tienne. L'ITA, ça a été créé en 2015. C'est aujourd'hui près de 60 millions d'euros collectés pour le compte de 140 projets. Donc on intervient. Notre rôle, c'est un peu de désintermédier la finance à impact, donc de pouvoir proposer aux gens d'investir en direct. Il y a une holding intermédiaire de gestion entre les deux. Si c'est en action, et en direct si c'est en obligation, l'obligation étant un produit qu'on peut considérer comme étant de la dette, même si voilà, il y a des dispositions juridiques un peu particulières. Mais voilà, on intervient principalement auprès de startups en amorçage, série A, série B, sur ces produits-là. Et puis on est une cinquantaine, on a des bureaux à Paris, Milan, Bruxelles. Donc on est européen et on a une croissance assez phénoménale ces derniers mois. On doit être à un peu plus de 70 000 personnes dans la communauté d'investisseurs. On fédère à la fois des citoyens, mais aussi des investisseurs plus qualifiés qui souhaitent réallouer leur patrimoine vers des sociétés ayant un impact positif sur la société et l'environnement. Merci à tous pour la présentation. Et Faustine va nous poser la première question. Oui, merci Benjamin, merci à tous. Du coup, on voulait commencer cette table ronde en vous posant la question qui est de qu'est-ce que ça vous évoque ce sujet. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut commencer, Maxime, Ricardo ou Kat, je vous laisse nous donner un peu votre avis. Allez-y, on ne va pas faire toujours dans le même ordre. Allez-y, Maxime ou Ricardo. Bah, je peux y aller si vous voulez. Alors sur l'impact, donc j'ai envoyé ma définition à Benjamin en bon élève. Nous on a une approche assez simple. On se considère comme des puristes de l'impact.
puisque surtout quand voilà, l'impact aujourd'hui connaît des dérives qui malheureusement découlent de la mode. Et quand on creuse un petit peu le sujet d'impact, nous, ce qu'on va chercher absolument, c'est que le projet entrepreneurial ait une corrélation quasi parfaite entre la croissance de son chiffre d'affaires et la croissance de son impact positif sur la société. Si cette corrélation n'est pas parfaite, ça veut dire qu'il y a une possibilité de déviance qui veut dire que le modèle économique lui-même, si on cherche à augmenter les marges, à augmenter les rendements, eh bien, peut devenir de moins en moins impact et in fine perdre sa raison d'être. Donc, on va chercher à le mettre dans l'objet social. On va aussi s'assurer que la démarche de l'entrepreneur soit vraiment une démarche profonde et tournée vers l'impact, et que ce soit pas en fait quelqu'un qui veuille faire de l'argent et qui utilise en fait un modèle économique en prétendant faire de l'impact, mais que à la première occasion, il sautera sur la croissance du chiffre d'affaires au détriment de ses engagements premiers. Donc, on regarde énormément ça. Et après, on a deux visions d'impact, l'impact absolu et l'impact relatif. L'impact absolu étant assez simple, c'est, je sais pas, typiquement, je vais prendre des exemples. On a financé une entreprise qui s'appelle Ecotech Ceram, qui est une batterie thermique qui prend la chaleur dans les fumées propres des fours industriels et qui réinjecte cette chaleur en entrée de four. Donc, c'est moins de gaz naturel consommé par les fours. Alors, je ne vais pas sur le sujet de est-ce que les fours industriels sont utiles ou pas, mais on part du principe que voilà, on est à 80% d'énergie fossile sur le mix énergétique planétaire. Ça ne va pas changer du jour au lendemain. Donc, eux, ils ont un impact net, absolu, très facilement calculable, hein, en tonnes de CO2 non émises. Ensuite, il y a des impacts relatifs où là, c'est beaucoup plus sensible et complexe à évaluer. Et du coup, là, c'est plus des convictions de secteur. On a financé une entreprise qui s'appelle BioBurger, qui fait des burgers bio. C'est de la viande de bœuf. Alors, comment on dit oui, mais c'est de la viande de bœuf, du coup, l'impact, il est négatif? Bien non, parce qu'on est parti du principe que le marché du fast-food n'allait pas baisser, n'allait pas augmenter énormément non plus, et que du coup, le défi, c'était de prendre des parts de marché aux acteurs qui étaient moins bien disants et qui ne prenaient pas des engagements au service de la société et de l'environnement. Et BioBurger a une démarche totale d'impact, c'est-à-dire à la fois sur la filière d'approvisionnement, mais aussi sur le menu végétarien, 50%, sur le zéro déchet, sur la méthanisation et le compost des biodéchets, sur les emballages et sur le social aussi. Donc c'est des sujets assez compliqués quand on arrive sur l'impact relatif. Et ça devient des convictions qu'on partage en équipe. Voilà un petit peu mon retour sur l'impact. Moi, dans mon avis, je suis assez aligné avec un IMP. Je ne sais pas si vous connaissez ce Impact Management Project. C'est un projet mondial qui rassemble les plus gros investisseurs à impact du monde et qui a pour but de trouver un consensus sur la mesure d'impact. Il y a aussi une définition très intéressante des Ashoka. Et je suis assez aligné avec leur définition qu'une entreprise à impact, c'est qu'il y a un objectif. Donc la création de l'entreprise a été créée ou après elle devient avec un objectif final de répondre, apporter une solution à un problème majeur, un problème social, environnemental majeur. Donc, ce n'est pas une entreprise qui se concentre sur la réduction de son impact négatif, mais qui veut apporter quelque chose à la société, à la planète. Et donc, la mesure des réussites de cette entreprise, si elle veut utiliser une boussole pour dire si elle a bien atteint sa mission ou pas, c'est l'impact qu'elle génère sur la société. Merci Ricardo et Kat. Quels sont pour vous chez Femme Business Angel les critères en quoi une startup est-elle considérée comme une startup à impact? Alors, bon, déjà, nous sommes généralistes, hein.
comme je l'ai dit, les financements de projets impact au niveau mondial, ils sont encore très très faibles et nous, on reste quand même hyper généraliste. Malgré tout, on essaye chaque fois et puis, il y a les personnalités, puisqu'on est 150, on a chacun notre personnalité et tout le monde n'a pas la même appétence à l'impact. Hein, clairement, voilà. Bon, moi, effectivement, j'ai, disons, une sensibilité plus importante, mais tout le monde n'a pas la même. Donc, nous, en fait, ce qu'on essaye de qualifier, c'est, bon, évidemment, il y a des entreprises qui sont clairement à impact. Voilà. Donc, moi, dans le cosmétique, ils vont faire appel à des produits naturels ou qui vont recycler du papier. Bon, je pense à Poppy, au Rouge Français, qui vont recycler du papier qu'on jette dans les entreprises pour en faire du papier d'hygiène. Bon, là, ou des vélos cargo, enfin des choses comme ça. Bon, qui clairement, on se pose pas la question. Bon, c'est à impact. Donc, on les qualifie et clairement, les entrepreneurs le mettent en avant parce que c'est leur ADN. Bon, donc cela, bon, voilà, pour nous, c'est de l'impact. Ensuite, il y a tout ce qui est impact social, plus d'éducation à l'environnement, donc sensibilisation. Alors, on a financé, par exemple, Solar Brothers, qui est une entreprise qui fait de l'éducation à l'énergie solaire. Donc, bon, voilà, pour nous, c'est clair, ça, c'est une entreprise à impact où, bon, localement, moi, j'ai financé une entreprise qui s'appelle plangy.com qui fait de l'éducation à l'environnement pour les enfants. Voilà, donc ça, clairement, c'est des entreprises à impact, mais c'est plus dans l'objet social, dans l'échange qu'on a avec l'entrepreneur qu'on va qualifier l'entreprise. On n'a pas la même, comment dire, rigueur, je dirais, que vous pouvez peut-être avoir. Et ensuite, il y a des entreprises que moi, bon, qui ne sont pas des entreprises à impact, mais qui pour moi sont cohérentes avec la vision du monde que j'ai demain. Parce qu'elles peuvent tout à fait s'intégrer et leur objet n'est pas contradictoire. Donc, je cite un exemple parce que parfois, ça peut être… Donc, ce n'est pas une entreprise à impact, mais c'est une entreprise qui va s'intégrer, en fait, dans le monde de demain. J'ai financé une entreprise et on peut discuter, certains pourraient dire que c'est du greenwashing, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette perception. Par exemple, j'ai financé une entreprise FinTech qui ne mettait pas du tout l'impact au cœur de son dispositif et qui n'en parlait pas. Par contre, son idée, c'était de fluidifier le marché de la seconde main, clairement. Donc moi, pour moi, cette entreprise, elle n'est pas directement impact, mais elle est cohérente avec le monde de demain. Et donc, on les finance également. Voilà. Et ensuite, effectivement, il y a des entreprises qui rentrent dans aucun de ces critères-là, des 3 critères que je viens de citer, qui sont aussi financées par Femmes Business Angel, mais pour d'autres raisons, mais qui ne rentrent pas dans la qualification à impact. Voilà. Merci Kat. Moi, je voulais rebondir rapidement sur tout ce qui a été dit. On partage pas mal de choses. Nous aussi, notre vision, c'est qu'il y a un impact en interne et il y a les externalités de l'activité. On considère qu'il peut y avoir des structures qui vont avoir des activités a priori plutôt classiques. Je pense par exemple à des entreprises adaptées. Mais du fait que ce soit une entreprise adaptée, on a un impact en interne et du coup, de fait, sur la société, mais pas forcément par l'activité qui va être faite, mais plus par la façon dont l'entreprise fonctionne. Et ensuite, évidemment, les externalités. Donc, une entreprise, du fait de son activité, va répondre directement à un besoin social ou environnemental qui serait peu ou pas couvert. Donc, voilà, nous, on a vraiment ces 2 blocs. Alors, c'est pas forcément l'un ou l'autre, ou c'est pas aussi binaire, mais en tout cas, on peut aussi très bien regarder des structures qui auraient une activité a priori, on se dirait il n'y a pas d'impact, mais si en fait à l'intérieur de la structure, comment est-ce qu'elle fonctionne, on va y voir un impact. Donc voilà, je sais pas, Benjamin, si tu avais envie de rajouter quelque chose toi aussi là-dessus. Nous, chez Incubator, on a plutôt le cas de figure inverse, c'est-à-dire que souvent, des personnes, comme l'a dit, il me semble que c'était Faustine tout à l'heure, souvent les personnes peuvent avoir des projets à impact, mais en fait, elles ne le savent pas, ne s'en rendent pas compte, parce qu'effectivement, c'est tellement dans leur ADN qu'elles se disent qu'il n'y a pas de raison de le mettre en valeur et surtout que ça ne leur ouvre pas d'accès justement à des sources de financement spécifiques. Je m'explique. L'ESS, ESUS, tous ces acronymes-là, tout le monde n'est pas aujourd'hui très
familier avec ces dimensions-là. Et justement, on a plutôt le positionnement inverse de dire, c'est pas parce que c'est tellement naturel pour toi et que justement, tu n'as pas envie de t'en servir à des fins de business, mais que c'est vraiment une conviction pure, entre guillemets, que c'est pas pour autant une chose que tu dois mettre en avant et que justement, ça peut t'ouvrir certaines sources de financement dont on parlera tout à l'heure. Effectivement, être entre guillemets labellisé Startup à Impact, ça permet aussi de pouvoir se financer sur des sources de revenus qui sont spécifiques. Donc, nous, on a plutôt le cas de figure inverse, c'est-à-dire, il n'y en a pas tellement le cas d'impact washing, mais plutôt le cas de dire, en fait, si tu es une startup à impact, et à nous de mener une réflexion pour mener à bien, pour vraiment pouvoir mettre en avant ces impacts-là. Et notamment à travers Impact Track. Je vais peut-être en profiter pour laisser la parole à Ricardo sur justement les différentes manières à la fois de contourner l'impact washing à travers Impact Track, mais aussi justement de mettre en avant et de prouver que notre impact est bel et bien de bonne intention. Ouais, je pense que c'est intéressant aussi de savoir qu'en fonction de la maturité de la société, on va plus loin dans cette chaîne des mesures, des preuves de l'impact. Et qui, parfois, une jeune entreprise, elle n'est pas encore en mesure de faire tout le tour et mesurer et prouver, puisqu'elle n'a pas, peut-être qu'elle n'a pas opération encore, elle est en test. Donc, c'est qu'on a réalisé que c'était assez intéressant de qu'en fonction de l'état d'avancement, de maturité, on va se concentrer d'abord sur le problème. Donc, est-ce que pour elle, cette intention qu'on avait mentionnée, elle a l'intention soit en interne, soit en externe, de résoudre un problème social environnemental. Si c'est une entreprise en insertion, c'est plutôt en interne le problème qu'elle va résoudre. Mais c'est un problème qui existe, c'est le chômage ou des personnes qui sont exclues de la société ou en externe. Mais est-ce qu'elle a clair quel est le problème et comment elle va répondre, comment les activités qu'elle mène génèrent de l'impact. Puis une fois que c'est clair, ça, elle va commencer à se pencher sur des indicateurs, mais c'est une étape déjà plus avancée. Les indicateurs, ça vont servir notamment pour valider des propositions de valeurs sociétales et environnementales aussi. Donc, on peut utiliser des indicateurs très simples pour valider cette proposition de valeur. Et une étape encore plus avancée, c'est des indicateurs pour communiquer auprès des financeurs. Donc, on y sont dans l'étape plutôt de passage à l'échelle. Donc, on ajoute des indicateurs un peu plus complexes. La collecte des données, elle doit être significative statistiquement. Donc, ça prend plus de temps, mais elle va encore avancer à créer une mesure d'impact plus sophistiquée. Donc, ça le permet de pas les obliger à tout faire d'un coup. Et c'est que c'est très important aussi d'éviter le besoin de faire appel à un cabinet de conseil qu'aujourd'hui, ça coûte très cher, ça coûte 20 000 €. Donc, ils peuvent internaliser cette démarche et à la fin, ils sont complètement autonomes dans la gestion, dans l'amélioration de son impact. Je pense que c'est d'abord, on doit se concentrer sur ça parce qu'on pense, quand on parle avec des entrepreneurs, ils veulent surtout utiliser l'impact comme un outil des communications pour attirer des financeurs. Et là, on risque de faire du greenwashing. Donc, c'est qu'on essaye de les orienter. C'est d'abord concentre sur l'amélioration de votre impact. Et puis, une fois que vous êtes confortable avec l'impact que vous générez, vous pouvez le communiquer auprès des partenaires, des clients, des financeurs. Alors, voilà. Ricardo, avant d'enchaîner sur les questions vraiment de financement pur, il y a Stéphane qui a une question. Mesure objectif d'impact environnemental, entre parenthèses CO2 par exemple, puis d'une collaboration avec le Shift Project pour définir une méthodologie qui normalise la notion d'impact, et la question s'oriente plutôt vers l'ITA, a priori. Donc, merci Stéphane pour la question. Attendez, désolé, moi j'ai du bruit autour. Est-ce que vous pourrez répéter la question? Alors, c'est dans le chat, donc c'est mesure objectif d'impact environnemental, puis d'une collaboration avec le Shift Project pour définir une méthodologie qui normalise la notion d'impact.
Alors, c'est très intéressant. Nous, ce qu'on regarde principalement chez le Shift Project en ce moment, c'est leur plan de transformation de l'économie française. En fait, une méthodologie de l'impact, il y en a beaucoup qui sont en train de le faire. Je crois que BNP travaille sur MESIS avec le fonds INCO notamment et d'autres investisseurs. La méthodologie d'impact, elle est dangereuse en fait. On a toujours cette volonté de standardiser, de faire des grilles. Sauf qu'en fait, quand on fait ça, on rate des choses et on peut être contre-productif et finir à l'opposé de là où on voulait initialement aller. Donc nous, aujourd'hui, quand on arrive sur un nouveau dossier d'un secteur qu'on ne connaît pas, on va chercher à approfondir au maximum, à comprendre quelle est la dynamique du secteur. Et c'est là où en fait le travail du Shift Project sur les plans de transformation de l'économie est très intéressant. C'est parce que si on veut vraiment avoir de l'impact, il faut comprendre à un moment donné quelles sont les limites planétaires, dans quoi s'inscrit le secteur qu'on analyse, quels sont les défis, quels sont par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, mais si on prend le BTP, financer à tour de bras des boîtes qui font de la promotion immobilière en bois, sans se poser la question de l'artificialisation des sols, de la raison de la construction de ces logements. Est-ce qu'on a suffisamment de bureaux? Est-ce qu'on a suffisamment de logements? C'est quoi les taux d'occupation? Quel est l'intérêt de continuer à construire, à part de pérenniser un système économique qui est basé sur faire travailler des gens pour dépenser de l'argent et payer des salaires? Ça n'a pas de sens. Donc, il faut commencer par réfléchir par ça, et c'est là où le Shift Project est très intéressant et fait un vrai travail colossal de compréhension macro. Et après, quand on arrive dans le micro, c'est OK, quel est le niveau de compréhension des enjeux par l'entrepreneur? Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut changer? Une entreprise comme Cycle Up qui veut mettre l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est principalement ce dont je m'occupe, et c'est pour nous le futur de l'économie, qui ne sera que circulaire, mais circulaire à quelles conditions et avec quel but? C'est des questions hyper importantes. Et la réalité, c'est aussi que c'est la réglementation. À chaque fois que j'entends des gens dire la réglementation suivra, j'ai envie de me pincer parce que malheureusement, c'est triste à dire, mais c'est la réglementation uniquement qui permettra l'arrivée de nouveaux modèles. Parce que quand on calcule les prix aujourd'hui, les prix ne fonctionnent pas puisqu'on ne price pas les externalités négatives. Donc dire que la réglementation suivra, c'est en fait dire non, on est en statu quo. Donc voilà, mais sur la question voilà, du Shift Project et myco2.com, non, je connais pas ces ressources-là, on connaît pas tout malheureusement. Voilà. Si je peux rebondir à ce qu'a dit Maxime, je suis tout à fait d'accord. C'est très important que l'entrepreneur il comprenne quelle est la relation entre son projet, ses activités et l'impact. Et aujourd'hui, avec raison, et moi je travaille dans des fonds qui finançaient des projets de réduction des gaz à effet de serre, on a la tendance à penser à CO2, CO2, CO2. Mais c'est pas toujours l'impact le plus important. Et un des principes clés de la mesure d'impact, qui est en accordance avec toutes les méthodologies, donc Impact Management Project que j'ai mentionné, qui rassemble les plus gros investisseurs impact du monde, Social International qui a créé l'OSROI, c'est mesurer ce qui compte vraiment. Et pour une entreprise, par exemple l'entreprise que Faustine a mentionné, une entreprise adaptée, par exemple, l'impact principal de la société n'est pas l'impact environnemental, ça va être probablement l'impact social qu'elle génère auprès de ses salariés. Donc, concentrez-vous sur les impacts clés d'abord. Parce que, notamment, les startups, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Donc, on ne peut pas tout mesurer. On va concentrer notre moyen des mesures, des gestions sur les éléments clés. Donc, identifier les impacts clés et mesurer les impacts clés. Et c'est pas toujours le CO2 qui va être l'impact le plus important de la société.
Et je rebondis rapidement là-dessus. Et ça, c'est les limites inhérentes à qu'est-ce qu'on met devant. Typiquement aujourd'hui, comment on priorise un carbone ou biodiversité. Ça, là, la recherche est encore en cours là-dessus, et comme on maîtrise pas du tout ces sujets, hein, en réel, le système Terre est tellement complexe. Il y a des papiers là qui sortent sur comprendre les nuages, l'impact des nuages sur la hausse des températures, etc. Enfin, on comprend rien à ces systèmes-là aujourd'hui, enfin très peu de choses. Donc il faut aussi accepter qu'il y a des limites à énormément de tentatives de compréhension de quel est l'état de la situation et à quel point la solution va permettre d'améliorer tout ça. Et aujourd'hui, nous, on n'est pas. Ce qu'on va regarder, c'est surtout, par exemple, les effets rebonds, l'additionnalité des concepts. Voilà, à partir du moment où l'entrepreneur il a conscience de ça et qu'il y réfléchit, c'est déjà très très important. Alors, moi, pardon. Je vais prendre ma casquette d'entrepreneur. Bien évidemment, je suis d'accord avec ce qui a été dit, mais c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, j'ai toujours un peu de mal avec le fait qu'il faut que ça change par la réglementation, par le haut. Voilà. Je pense réellement qu'il faut avancer avec les moyens dont on dispose aujourd'hui. Voilà. En même temps, faire bouger, effectivement, mais je pense que ça bougera davantage par l'effet de masse et la base, en fait. Et c'est pour ça que j'aime bien la technique des petits pas, en fait, hein, que chacun fasse sa part, qu'on soit un peu les investisseurs, on est un peu comme les citoyens. Chacun fait sa part, chacun avance, et effectivement, il faut travailler en parallèle pour faire évoluer la réglementation, mais je ne suis pas du tout certaine que, voilà, encore une fois, c'est le quotidien de l'entrepreneur. Moi, quand j'ai créé ma boîte, on m'a expliqué que ce n'était pas possible. Que la réglementation ne le permettait pas. Et en fait, il y avait des petites failles, et puis voilà, et puis vous passez et vous y arrivez. Donc, je crois qu'il faut, voilà, il faut expliquer que il faut pas décourager aucune entreprise qui se prévaut de faire de l'impact. Il faut plus l'éduquer en lui disant non, là tu pousses un peu. Je suis d'accord avec votre corrélation des critères d'impact et du chiffre d'affaires. Ben, il faut faire attention à ne pas vendre son âme au diable à un moment donné. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas décourager. On n'en est pas encore, je pense, à prioriser. Je pense que pour l'instant, il faut vraiment se dire que tout ce qui peut être fait dans ce sens-là doit être aidé, accompagné. Et c'est comme ça qu'on va y arriver, parce qu'il va y avoir un effet de masse petit à petit. Voilà. Il ne faut pas être trop puriste. Enfin, en tous les cas, moi, je ne le suis pas trop. Il y a plus d'entrepreneurs qui pensent que parler d'impact, c'est un handicap pour eux, que d'entrepreneurs qui disent je vais mettre l'impact en avant, comme ça je vais arriver à lever des fonds. Franchement, il n'y a pas photo, c'est 1 sur 10, quoi. Donc voilà, je suis un peu plus bienveillante là-dessus, quoi. Voilà. Et puis on est en capacité aussi quand même de se rendre compte si l'entrepreneur voilà, fait quelque chose d'un peu artificiel ou s'il a de la profondeur. Enfin, je veux dire, on a quand même une certaine culture maintenant pour s'en rendre compte. Voilà. Kat, tu parlais de vendre ton âme au diable, justement. Enfin, faut faire attention. Donc, c'est vraiment le cœur du sujet du débat d'aujourd'hui. D'après vous, quelles sont les questions qu'il faut se poser aussi? Parce qu'on a parlé des critères des fonds d'investissement vers les startups, mais quels sont les critères que devraient s'appliquer les startups à impact pour vérifier que leurs futurs investisseurs, leurs futurs partenaires financiers sont en corrélation avec leurs valeurs? Disons que maintenant, il y a une cartographie assez claire quand même qui existe du point de vue des investisseurs. On arrive bien à savoir en fonction du type d'investisseur, enfin, il y a de la documentation là-dessus qui est assez claire, mais c'est sûr qu'en fonction du stade d'avancement de l'entreprise ou de sa maturité, c'est clair qu'il faut pas se tromper de partenaires. Il faut sélectionner en fait ces investisseurs. Oui, je rebondis
Pardon, Kat, je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est exactement comme ça que nous, on sélectionne évidemment les projets, on en rencontre beaucoup, on les étudie, on les analyse, mais à côté, on conseille aussi aux startups, aux entreprises qui viennent nous voir de faire la même chose avec les fonds et aussi de prendre contact directement avec des participations d'autres entreprises qui se sont faites accompagner parce que nous, en plus, on fait de l'investissement assez à long terme, en moyenne, on est entre 7 et 11 ans. Donc, il faut, comme tu disais, il ne faut pas se tromper, il faut prendre le bon partenaire. Il faut aussi sélectionner les fonds. Alors, en effet, on en parlait un peu tout à l'heure, on a chacun des critères parce que c'est personnel, c'est ce qu'on pense. Et il y a aussi, voilà, on a des fonds d'investissement, on a des thèses, on doit répondre à certaines choses. Et donc, parfois, même, quand bien même on pourrait se dire cette structure, elle a un impact, elle ne va pas rentrer dans notre scope. Mais voilà, ça ne veut pas dire pour l'entrepreneur, non, ta structure n'a pas d'impact. C'est que nous, en tout cas, en tant que fonds d'investissement, on a des thèmes précis. On va financer certaines structures en fonction de leur maturité, etc. Mais c'est pas dans l'objet, c'est pas de décourager ceux qui ne correspondraient pas. C'est d'orienter une partie de nos investissements. Et donc voilà, nous, ce qu'on conseille, c'est de faire un peu la démarche inverse et de mettre aussi les fonds en concurrence et de voir là où on va avoir le plus où les entrepreneurs vont se retrouver en fait finalement, que ce soit dans les personnes, dans les valeurs du fonds, dans les entreprises qui sont déjà accompagnées. Donc ça, c'est un premier conseil qu'on peut partager. Nous, en fait, nos clients, j'ai une expérience, le public qu'on travaille, c'est très différent des toi, Kat. Donc, c'est que des sociétés, des entreprises qui ont l'impact dans leur mission. Et il y a toute une économie là autour qui fonctionne et on ne connaît pas. Donc, Groupe SES, il y a plein de monde qui n'a jamais entendu parler. Groupe SES, c'est une entreprise de 18 000 employés et avec un chiffre d'affaires énorme. C'est une association. Donc, on entend parler beaucoup du modèle classique. Et pour nous, c'était très important, pas pour une question morale, mais aussi stratégique, que l'investisseur il comprenne le secteur qu'on travaille, que les investisseurs puissent nous apporter quelque chose. Et je me rappelle qu'on avait présenté donc notre public, c'est l'économie sociale et solidaire. Ils ont dit mais il n'y a pas d'économie là-dedans. Ils payent pas, ils sont financés par des subventions, donc ils n'ont pas à être capables de payer pour votre service. Donc pour nous, c'était très important d'avoir dans notre entreprise quelqu'un qui comprenait que l'économie sociale et solidaire représente 10% de la France, qu'il y a des acteurs qui sont très innovateurs et voilà, donc ça c'était un critère très très important pour nous, parce qu'aujourd'hui on les voit pas en fait. Les entrepreneurs sociaux, ils n'ont pas la même visibilité que les entrepreneurs, les start-upers conventionnels. Et je pense, Benjamin, tu peux nous dire qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui s'émotivent par la cause sociale et environnementale. Donc je pense qu'il a peut-être c'est en train d'échanger ça. Bah, c'est en lien avec ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes partent d'un postulat, on va dire, social ou environnemental, ou à l'inverse, veulent répondre à une problématique du marché, mais tout en ayant un impact positif et ne pensent pas nécessairement que c'est un angle spécifique de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat impact, c'est quand même une catégorie d'entrepreneuriat spécifique, parce que pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, que ce soit sur les ouvertures de financeurs spécifiques ou même en termes d'organisation, de statut, d'implication fiscale, réglementaire, etc. Et c'est vrai que la plupart des entrepreneurs aujourd'hui veulent porter un projet qui a du sens, mais n'ont pas forcément conscience des tenants et des aboutissants. Et Maxime, de ton côté, comment est-ce que quel serait ton conseil pour les startups, pour les entrepreneurs qui veulent se faire financer par des acteurs qui sont en corrélation avec leurs valeurs?
C'est assez simple, hein. Ça se sent tout de suite dans les échanges. C'est-à-dire qu'un investisseur qui va parler uniquement de rendement, de marché, de modèle éco, de pression sur les prix, de niveau de concurrence, quelle capacité a l'entrepreneur dans son modèle économique d'aller chercher de la rentabilité là ou là ou là. Est-ce qu'il pourrait se faire tordre sur les prix parce que je sais pas, il n'a pas de bargaining power auprès de ses clients. Est-ce que le marché des fournisseurs est atomisé, consolidé, etc., etc. Et qui va pas une seule fois essayer de comprendre quel est l'impact, comprendre quelle est la chaîne de valeur, en quoi c'est positif, quel est l'état du marché actuel, quelle est sa vision. Les vrais investisseurs à impact, ils s'assurent déjà de l'impact d'abord. Donc si l'investisseur parle de finance avant d'impact, déjà voilà. Ensuite, la prolongation, c'est voilà, l'investisseur il doit connaître l'agrément ESUS. Qu'est-ce que ça veut dire? Il doit connaître qu'est-ce que ça veut dire intégrer une mission sociale dans l'objet social, dans les statuts. Il doit comprendre tout ça. Il doit aussi alors nous, on le fait pas toujours, mais il doit mettre des KPIs d'impact, ça c'est obligatoire. Potentiellement, il fait aussi un business plan impact. Voilà, ça si on a un investisseur à impact, on fait ça. Et moi, j'aimerais, Kat, que tu nous parles on a discuté déjà du sujet de impact et rentabilité, le fait que, comme tu le dis, Maxime, moi je suis d'accord, en tant que fonds d'investissement, notre premier filtre, c'est l'impact, mais pour autant, il faut on se doit d'investir dans des projets qui sont économiquement viables. Et il ne faut pas non plus se dire que c'est totalement incompatible d'avoir un projet impact qui a du sens et d'avoir de la rentabilité. C'est pas deux choses qui s'opposent. Au contraire, puisque heureusement, sinon on serait dans la mouise. Hein. Voilà, sinon Maxime et moi, on serait pas, en tout cas, on serait pas là aujourd'hui et Kat non plus. Donc voilà, je sais que Kat, tu avais envie de nous parler un peu de ça, donc je te laisse la parole. Oui, d'une façon générale, quand même, l'investisseur, quand il analyse une entreprise, il regarde déjà si son objet a un intérêt pour la société. Pas forcément un impact, mais un intérêt si c'est un gadget que personne ne va acheter. Donc, c'est vrai qu'il a toujours l'approche, malgré tout, de l'objet social. Voilà. Bon, et donc, pour l'impact, il y a quand même une loi de la pesanteur, c'est que les acteurs économiques, ils investiront dans l'impact que le jour où l'impact sera un petit peu rentable, quoi. Ça, c'est la loi de la pesanteur, c'est comme ça, voilà. Donc, la première chose, je suis d'accord, c'est de regarder en fait quelle est la mission de l'entreprise et de voir si, encore une fois, dans la vision du monde qu'on peut avoir, qui est forcément différente de la vôtre, parce que moi, je pense à mes enfants, voilà. Mais la vision, est-ce que ce que va faire l'entreprise est cohérent avec le monde tel qu'on peut le voir? Et après, voilà, il y a une graduation, grand impact, petit impact, moyen impact, etc. Bon, voilà, ça c'est Ricardo qui sera plus à même de l'évaluer. Mais ensuite, pour que l'entreprise puisse vivre, il faut quand même que ce qu'elle propose, il y a effectivement le coût de production, on va dire, qui est difficile parce qu'on a des contraintes actuelles qui ne sont pas du tout faites pour ce genre de choses. Mais il faut quand même regarder s'il y a un marché, il peut être qu'il est en expansion, il n'est pas en expansion, enfin les trucs classiques en fait. Et essayer de voir en fait s'il y a une rentabilité qui peut être immédiate, ou peut-être, nous, c'est notre rôle chez Femmes Business Angel, d'essayer de chercher en fait une rentabilité, mais de façon vertueuse. En fait, on peut tout à fait chercher de la rentabilité en s'organisant de différentes façons, parce qu'on connaît peut-être le marché de façon plus large et qu'il y a des secteurs qu'il vaut mieux internaliser ou externaliser qui tout de suite vont faire grimper la rentabilité. Donc, je veux dire, cette analyse après coup, une fois qu'on a bien mesuré que l'objet valait le coup et s'intégrer dans une vision à long terme, je veux dire, il faut savoir aussi regarder, faire des choix, je veux dire, qui ne sont pas du tout
qui sont nécessaires parce qu'en fait, une entreprise a un impact et puis on fera changer les choses si on arrive à avoir des entreprises qui gagnent leur vie, tout simplement. Et je pense pas, réellement, je pense pas que ça soit impossible, même en l'état actuel. Voilà, moi, je le vois tous les jours. C'est qu'une question de créativité. Il faut être encore plus créatif quand on est une entreprise à impact, en fait. Et voilà, et ce que je veux dire, il ne faut pas, même 6 mois, effectivement, de formation au départ. Je suis financière, hein, mais je pense que c'est absolument pas contradictoire. Et c'est comme ça, on est dans une économie de marché. C'est la règle. Et c'est petit à petit en montrant aux investisseurs qu'il y a de très belles entreprises, bon, de l'économie sociale et solidaire ou des entreprises plus classiques qui émergent, qui arrivent à rendre un service et à rendre la société meilleure. On a tous envie de rendre la société meilleure, même quand on est un affreux capitaliste. Enfin, je veux dire, on a tous envie pour nos enfants. C'est clair. C'est avec ces gens-là. Si, ces gens-là, il faut arriver à les faire adhérer. Et franchement, moi, voilà, il y a 10 ans, quand j'étais entrepreneur, c'était plus l'éthique, la mixité, les choses comme ça qui étaient. Et en fait, on arrive très bien à faire avancer les choses. Il faut être absolument déterminé. Et le critère, en fait, moi, pour le start-upper, c'est sa détermination, en fait. Sa détermination à vouloir faire bouger les choses. Et aussi, comment dire, il ne faut pas qu'ils se disent au départ, ouais, moi, de toute façon, si je trouve quelqu'un pour me financer, bon, voilà, ça ira bien. Je veux dire, il ne faut pas être trop sectaire. Bon, on a tous en tête des personnes qui se sont fait les chantres de l'écologie et qui ont été financées par des entreprises voilà, qui peut-être faisaient du nucléaire, sans citer personne. Mais ce n'est pas grave. Pour moi, ce n'est pas grave. Comment dire, il y a un moment donné, on emporte les autres et on va peut-être arriver à les convaincre et on va arriver du coup à une certaine rentabilité. Voilà. Je pense que voilà, moi je crois plus à tous ensemble plutôt que, voilà, moi tout seul, je vais tout changer, ça va être hyper carré. Voilà, c'est un peu la même chose pour la cause de Femmes Business Angel. Vous voyez, il faut faire adhérer aussi les autres fonds qui sont mixtes, sinon tout seul, on n'y arrivera pas. Alors, Lisa nous pose une question autour de l'agrément ESUS. Est-ce que vous conseillez de favoriser un statut type ESUS qui me paraît assez rigide, entre parenthèses, pour se positionner clairement sur un statut à impact? Alors, je veux bien commencer à répondre parce que nous, en l'occurrence, avec nos 2 fonds existants, on s'adresse aux structures de l'USS et donc notamment à celles qui ont un agrément ESUS, puisque ça va ensemble. Après, c'est pas, il faut pas. Moi, une fois, j'ai rencontré un entrepreneur qui m'a dit, ils venaient d'avoir l'agrément ESUS et du coup, je lui dis, bah tiens, parle-moi de ça, pourquoi vous avez fait ça? Il m'a dit, c'était pour avoir des financements. Et là, comme disait Maxime plus tôt, quand c'est les premiers échanges et qu'on nous dit ça, on se dit, mais l'impact là-dedans, voilà, nous, donc dès le début, on avait fait 5 minutes d'échange et je me suis dit, OK, ça, c'est pas pour nous. Et malheureusement, cette personne, elle aura du mal à aller lever des fonds pour son projet à impact puisque c'est pas quelque chose qui porte. Alors, il n'y a pas de honte, mais c'était pas il n'allait pas vers les bonnes personnes. Je pense qu'il n'y a pas que ESUS. En fait, il ne faut pas se l'imposer. Il y a aussi, on peut être une entreprise à mission. Il y a des entreprises qui sont certifiées Bicorp. Il y a plein de choses qui existent. Il faut surtout que ce soit en accord avec l'activité de la structure, avec les dirigeants. Après, oui, nous, ESUS, on parle souvent de qualité d'impact. ESUS en fait partie. C'est vrai que quand on a un projet qui arrive, qui nous dit on est ESUS, on a certaines cases, entre guillemets, qui sont déjà cochées. On se dit, la personne, l'entreprise s'est imposée, entre guillemets, pas de façon péjorative, mais certaines choses. Donc oui, ça permet, mais au même titre que d'avoir modifié les statuts et d'être une entreprise à mission. Voilà, il y a différentes choses, mais après, l'ESUS ouvre aussi d'autres types de financement qui peuvent être des subventions, etc., qui peuvent être à considérer, mais il ne faut pas le faire pour ça. Il faut le faire parce que ça fait partie de votre démarche et du projet. Sinon, vous finirez comme cet entrepreneur qui m'avait dit ça et qui, je pense, a eu plusieurs fois porte close parce que c'était pas vraiment le discours. En tout cas, je pense que même si son projet avait eu un vrai impact, il ne le mettait pas du tout correctement en avant. Donc
voilà, je laisse. Mais Ricardo est labellisé ESUS, donc ça peut être intéressant d'avoir son propre retour d'expérience aussi. Oui, nous sommes ESUS. En effet, ça ouvre des portes auprès des financeurs, pas que pour des financeurs au capital, mais aussi des prêts. Par exemple, France Active, c'est une organisation qui nous soutient beaucoup dès le début à travers du prêt. Il y en a d'autres. Mais je pense que je suis totalement d'accord avec Faustine, si c'est que pour être opportuniste, ça vaut pas le coup. Parce que même les fonds impact, c'est toute une petite partie parmi les fonds d'investissement. Donc, il y a très peu de fonds impact. En plus, si on parle des fonds impact d'amorçage, il y en a presque pas, il y en a peut-être 5. Donc c'est très peu. Donc si c'est que pour être opportuniste et pour la levée de fonds, je pense que ça vaut pas le coup. Pour nous, c'était très facile parce que c'était complètement cohérente avec notre idée des créations d'entreprise, nos valeurs, aussi en termes de distribution de dividendes. Donc ça, il n'y avait pas un coût supplémentaire et on a pu en effet utiliser pour attirer des prêts, des financeurs, des financements plus facilement. Et j'aimerais juste faire une remarque aussi, parce que dans le panel, on a des fonds BA, mais j'étais cette semaine à Marseille au Congrès mondial de la nature. Donc 10 000 personnes, c'est le plus gros congrès sur la biodiversité au monde. Et qui finance ces types de projets? Donc c'est Banque mondiale, c'est Agence française de développement, KfW, c'est les agences de développement. Ça représente 10% de l'investissement mondial. Et ces organisations, elles regardent notamment l'impact. Donc oui, il y a tout un écosystème des financements impact qui regarde surtout ça, qui finance des projets surtout en se basant sur l'impact. Donc il faut se renseigner et notamment aller à l'échelle internationale. Je pense qu'il y a beaucoup plus des véhicules, des mécanismes pour le financement d'impact. Et Maxime, qu'est-ce que ça t'évoque l'agrément ESUS? Ouais, alors pour moi et pour nous, l'ITA, c'est pas une limite. Ce qui va être plus limitant pour un projet qui cherche à se faire financer par des investisseurs, on va dire qualifiés, ce sera plus le statut juridique. Typiquement, une coopérative va plus galérer à se financer qu'une SAS avec un agrément ESUS, parce que le sujet est sur la gouvernance et sur la complexité et sur la plus-value, sur la valorisation des parts, etc. L'agrément ESUS, alors je connais pas par cœur le sujet, mais c'est quoi? C'est une distribution de dividendes de 30% du résultat net. C'est capé à ça, il me semble. C'est pour des investisseurs en amorçage, ils savent très bien que la plus-value viendra de la hausse du prix de l'action à la revente que des dividendes versés, hein, évidemment, puisqu'une société qui croît, elle va faire. Alors, elle peut être rentable, hein, mais si elle est rentable, elle va réinvestir quasiment tout son résultat net dans sa croissance et pas la distribuer aux actionnaires, enfin, la plupart du temps, surtout si elle est à impact. Et du coup, ce sujet des 30% est pas vraiment un sujet. Et après, c'est une garantie en fait, puisque l'agrément de ESUS, c'est un peu pardonnez-moi l'expression, mais bon, elles viennent du passé. C'est la Rolls-Royce, de l'impact finalement, parce que c'est une garantie. Quand on respecte la charte de l'agrément ESUS, je crois que c'est 12 fois le plus petit salaire pour le plus haut salaire. Enfin, il y a vraiment un encadrement hyper qui est par définition hyper en ligne avec une ambition d'impact à tous les niveaux. Après, c'est pas une obligation. Si, comme je le disais, le chiffre d'affaires est corrélé à l'impact et que derrière on sent que l'engagement est fort, qu'il y a un BP d'impact dans le pacte d'associés, qu'il y a une mission sociale d'intérêt général bien explicitée dans l'objet social, dans les statuts. Non, c'est pas une obligation. C'est juste plus simple parce qu'on se dit ok, la société est juste, c'est-à-dire qu'elle a dans son ADN en fait la volonté d'avoir un impact positif, y compris avec son activité, mais aussi en interne dans sa façon de fonctionner. Donc voilà.
Merci beaucoup pour tous vos commentaires. C'est l'heure file. Donc, ce qu'on vous propose, c'est qu'on passe au temps de questions-réponses. On vous invite vous avez le droit de débloquer votre micro si vous avez des questions que vous souhaitez poser à nos différents participants. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui veut ouvrir le bal? La première question est en général la plus, euh, la plus impressionnante. À la limite, déjà, une des questions qui peut être posée aussi, c'est est-ce que, enfin, quelles sont vraiment les erreurs, quel est aussi véritablement le timing finalement qu'on peut estimer dans le cas d'une levée de fonds. Alors, vous allez me dire, ça dépend de la structure qui fait le financement, ça dépend de la maturité de la startup, etc. Mais globalement, à partir du moment où je prends la décision de vouloir lever des fonds, dans quelle mesure je dois anticiper sur mon timing et sur mon rétro-planning de développement? Par exemple, Kat, si je prends l'exemple de Femme Business Angel, si je vous contacte demain pour faire financer un projet, grosso modo, tu estimes qu'il me faut combien de temps pour obtenir l'argent sur mon compte? Je dirais, je vais donner une fourchette, hein. Entre 3 et 6 mois, ouais. Plus court, c'est vrai qu'on ne sait pas trop faire, hein. Même en France, de façon générale, on ne fait pas le chèque à la fin du pitch. Contrairement à d'autres endroits. Voilà, 3 à 6 mois, ouais. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, si les documents juridiques n'ont pas été rédigés par l'entreprise et que du coup, elle se met à les rédiger, ça peut être long, quoi. Mm. Enfin, nous, si tout est prêt juridiquement, c'est plutôt 3 mois. Mais en général, c'est pas le cas. Donc, c'est entre 3 et 6 mois. Je sais pas, vous, chez Lita, hein, c'est à peu près ça aussi, ou c'est plus court? Non, c'est ça. Nous, on a une structure différente. Comme on est une plateforme d'investissement participatif, on n'a pas le cash à dispo. Donc, on doit faire la campagne de pré-collecte puis de collecte. Ouais. Nous, on va plus vite sur l'analyse. On fait une analyse en 3 semaines. Donc, on peut se positionner en 3 semaines à partir du moment où les documents sont prêts. Les documents de base, c'est le BP Excel dynamique et un pitch deck qui explique un petit peu les principales thématiques qu'un entrepreneur en fait doit exposer pour convaincre l'investisseur. Et après, il y a ce qu'on appelle la data room qui est là. On va plus en profondeur dans l'analyse de la société avec toute la documentation juridique, l'analyse du marché, les CV, etc., etc. Donc nous, on met, je dirais 3 à 6 mois, pareil en moyenne. Ah, quelqu'un qui a levé la main là. Bernard, tu as une question. Ouais, pour rebondir justement sur la question de Benjamin, quand on est porteur de projet, pour l'instant, donc sans aucune structure, votre conseil, c'est quoi? D'abord de venir vous voir et monter la bonne structure ou tenter une structure, venir vous revoir, quitte à la changer après? Malgré effectivement le temps que ça va demander forcément plus entre je viens vous voir, on discute et ça marche, et forcément donc ce temps supplémentaire où il faudra créer la structure. Il vaut mieux le faire avant ou après? Quand je parle de 3 à 6 mois, c'est 3 à 6 mois à partir du moment où la structure a déjà été créée et où il y a déjà un petit peu de chiffre d'affaires. Voilà. Donc, si la structure n'a pas encore été créée, je veux dire, c'est pour le coup, c'est comme on dit, hors scope, quoi. Il faut d'abord, oui, créer sa structure, essayer de voir s'il y a une réponse du marché et ensuite, voilà. Donc, du coup, il faudrait rajouter au moins 6 mois supplémentaires dans le cas que vous évoquez, par exemple, minimum, il me semble. Et dans la perspective d'entrepreneur, ce que je peux vous dire, c'est qu'en effet, il faut s'élancer dans une levée de fonds une fois que vous avez les bonnes métriques, parce que sinon vous allez perdre beaucoup de temps et vous n'allez pas attirer des bons financeurs. Donc, ça va tourner en rond. Donc c'est important et au fur et à mesure rencontrer des financeurs, mais juste pour comprendre les critères qu'ils prennent en compte.
mais une fois qu'il est contacté vraiment seulement quand vous avez les métriques pour démontrer. Et c'est intéressant aussi à apprendre comment démontrer. Je me rappelle, en fait, notre chiffre d'affaires, il n'est pas régulier de tout. Donc, on génère du chiffre d'affaires tous les 3 mois, et il y a un pic. Donc, si on montre un graphique, c'est difficile à comprendre. Mais si on fait le chiffre d'affaires par bloc des 3 mois, par exemple, c'est beaucoup plus régulier. Donc, voilà, ce type de comment bien présenter les données peut tout changer et démontrer la croissance de manière plus claire, plus solide. Et je voulais juste compléter, Bernard, pour votre question. Le sujet aussi, c'est qu'il y a très peu de fonds d'investissement, notamment d'acteurs qui vont investir dans des projets qui sont en phase, qui ne sont même pas créés. Donc, c'est aussi un conseil pour vous. Il y en a peu. Après, il existe beaucoup de réseaux qui accompagnent. Du coup, il y a des incubateurs. Donc, si vraiment vous avez des sujets sur quelle est la forme juridique à avoir, comment est-ce que il faut aller voir ce type d'acteurs-là. Il en existe beaucoup. Je pense que Benjamin pourra aussi en parler. Et ensuite, en effet, voilà, nous, après, on a chacun nos critères. On va financer plus ou moins des structures matures. Mais quoi qu'il en soit, il faut qu'il y ait, comme le disait Ricardo, il nous faut quelques métriques. Sinon, ce sera trop difficile pour vous d'expliquer votre projet, de convaincre l'investisseur, et vous allez perdre du temps. Et voilà, il faut plutôt privilégier au début des financements bancaires, des subventions, tout ce que vous pouvez aller chercher, la BPI, etc. Avant d'aller lever des fonds, il faut avoir quand même un peu de track derrière vous. C'est exactement ce que j'allais dire, Faustine. C'est attention, ne pas confondre levée de fonds et financement, qui sont vraiment deux démarches, alors pas complètement différentes, mais c'est quand même pas la même approche. Le financement, en général, quand vous créez votre startup, vous avez droit traditionnellement à ce qu'on appelle la BFT, donc la bourse French Tech, qui est versée par BPI. Vous avez droit des fois à des subventions régionales, à de financement du type France Active, qui peut effectivement vous aider en amont de la création. Mais ne pas confondre levée de fonds qui est vraiment, avec la levée de fonds qui est vraiment en général une prise de participation et qui vous permet vraiment d'accompagner la croissance de votre entreprise à un moment qui est plus charnière, au moment de la création. Et peut-être pour finir juste sur la question pratico-pratique de la structure juridique, nous ce qu'on constate, c'est que le plus simple, c'est quand même la SAS et la SASU s'il y a un associé unique au début et après la transformation en SAS. Parce que tous les investisseurs demanderont ce genre de statut. Ils investiront pas dans des SARL, URL, etc. C'est pas adapté. Après, ça dépend. Si vous voulez lever des fonds avec une ambition de croissance, la SAS, c'est un petit peu c'est un no-brainer. Après, si vous voulez faire une coopérative, là, c'est encore autre chose. Et dans ce cas-là, il faut aller voir l'URSCOP qui peut conseiller sur ce genre de questions. En fait, la SAS, la SAS, en fait, le capital est variable. C'est pour ça que c'est plus pratique pour les levées de fonds. Il peut être à capital variable ou capital fixe, mais c'est très, très flexible. Oui, donc vous confirmez bien, la question est générale probablement pour tout le monde, mais vous confirmez bien qu'il n'y a pas de structure miracle ou plus adaptée que l'autre. On parle beaucoup de société à mission aujourd'hui. On pourrait imaginer une société à impact. En tant que structure directe, ça n'existe pas. On fait le SAS et puis on fait la mission qui va bien à l'intérieur du… La société à mission, c'est pas un statut juridique. C'est comme l'agrément ESUS. C'est quelque chose qui vient en plus. C'est quelque chose qu'on met dans l'objet social, dans les statuts. Mais les statuts, c'est une SAS ou une SA ou… D'accord, statut traditionnel. Ok. Merci. Lisa, tu avais levé la main un moment et tu l'as rebaissée. Je ne sais pas si tu avais une question. Oui, bonjour à tous. Merci déjà pour vos interventions. C'est très enrichissant. Je me demandais justement sur est-ce que vous fonctionnez uniquement quand vous financez des projets à impact? Est-ce que vous fonctionnez uniquement avec d'autres fonds à impact? Ou est-ce que ça vous arrive de vous associer à d'autres fonds généralistes? Alors, je sais que c'est le cas pour Femmes Business Angels parce que vous n'êtes pas que à impact. Mais je me posais la question un petit peu pour les autres, de comment justement vous vous articuliez, notamment sur la question de l'impact que peuvent avoir d'autres fonds dans leur type d'investissement. Je veux bien commencer à répondre.
Nous, on fait exclusivement du co-investissement chez Mandarin Gestion. On est toujours un investisseur minoritaire, donc on investit toujours avec d'autres fonds et alors en général, on retrouve souvent les mêmes personnes, notamment avec Maxime, on peut se croiser souvent. Lita est souvent quelqu'un c'est souvent un autre investisseur qui sera à nos côtés, mais on n'est pas fermé. On investit aussi beaucoup dans les territoires. Nous, on est exclusivement en France, mais on sort de l'Île-de-France et par exemple, il peut y avoir, je ne sais pas si c'est vraiment le sens de la question, mais nous, on peut très bien travailler avec un fonds régional qui n'aura pas forcément pour objectif de financer de l'impact, mais qui va être plutôt dans une logique de dynamique des territoires, par exemple. Ça a tout à fait son sens, au même titre que des fonds qui auraient une expertise dans un secteur, dans un métier. Là aussi, ça a son sens. Nous, on est là, en fait, généralement, les projets, quand ils viennent nous voir, c'est parce qu'ils ont envie d'accélérer au niveau de l'impact, mais ils peuvent aussi avoir des ambitions qui sont autres dans leur région, etc. Ça a tout à fait son sens dès l'instant que, encore une fois, les investisseurs se comprennent. C'est-à-dire qu'il faut il faut que ce soit au bénéfice de la structure et il faut qu'ensuite on puisse parler le même langage. Nous, on aura des exigences de rentabilité. Généralement, elles sont plus modérées que les fonds classiques. On a des durées d'investissement qui sont un peu plus longues. Donc après, il faut que tout ça puisse s'articuler correctement et que ça soit au profit de l'entreprise. Si c'est un fonds si finalement ça ne matche pas en termes de conditions, il vaut mieux éviter. Mais nous, en tout cas, on a fait plusieurs co-investissements avec des fonds qui n'étaient pas à impact comme nous et ça s'est très bien passé. Concernant l'ITA, donc l'ITA, on arrive peut-être plus en amorçage. Nous, on peut arriver seul. Quand on co-investit très régulièrement avec des fonds d'impact. C'est vrai, puisqu'on a, bon, c'est peut-être comme on est des puristes, on se considère comme des puristes de l'impact. Forcément, c'est difficile d'aller sur d'autres entreprises qu'on considère pas impact et qui vont elles chercher n'importe quel type d'investisseur et qui vont chercher du rendement. J'ai pas envie de dire au mépris de l'impact, mais en tout cas, ce sera une variable comme une autre, qui sera pas, on va dire, au-dessus et sine qua non. Donc voilà. Et après, par contre, ce qu'on constate, c'est que sur notre produit obligataire, puisque nous, on intervient en action lors d'une augmentation de capital, donc quand on parlait de levée de fonds, en fait, on parle d'augmentation de capital, même si on peut aussi utiliser des produits de quasi-fonds propres. Mais bon, on ne va pas rentrer dans la technique des produits financiers. Nous, on a aussi une offre obligataire qui s'apparente à de la dette pour des entreprises un petit peu plus importantes. On a par exemple financé une entreprise qui s'appelle Murphy, qui fait de l'économie circulaire appliquée aux gros électroménagers. Eux, ils ont levé des fonds auprès d'un fonds d'impact, mais aussi d'un fonds de consumer brand assez connu, qui a quelques participations dans l'impact, mais qui en fait pas une thèse exclusive, et qui a aussi des compétences en tant qu'investisseur sur ces sujets-là, qui intéressaient Murphy. Et il se trouve aussi que la réalité du marché des financeurs à partir d'une certaine taille, c'est que les fonds d'impact sont plus très nombreux quand on cherche à lever 5, 10, 15, 20 millions d'euros, et que donc là, et c'est pour ça que les gros investisseurs sont en train de lever des fonds à impact, parce que voilà, ils se rendent compte que cette économie-là, qui est pour nous l'économie du futur, était en amorçage ces dernières années, mais atteint des niveaux de développement qui font que les besoins de financement en volume doivent suivre. Donc on voit toutes ces boîtes-là grandir et les investisseurs suivre pour les accompagner au fur et à mesure de leur croissance. Merci pour les réponses. Je vois que Stéphane lève la main depuis un moment. J'espère que tu n'as pas une crampe. Quelle était ta question? Alors, bonjour à tous et merci aux intervenants. Vous m'entendez bien? Oui. Alors, je voulais poser la question de savoir si, avoir justement eu dans une phase d'amorçage ou de pré-développement une reconnaissance sous forme de financement de la part de l'ADEME ou de BPI France était une reconnaissance qui était valorisable auprès d'investisseurs.
et plus pragmatiquement, par rapport au flux entrant de prétendants à un investissement auprès d'investisseurs à impact, quel était le taux de sélection que vous observiez? Par rapport à une expérience que j'ai vécue, le taux de sélection des fonds d'investissement était plutôt de l'ordre de 1%. Et je voulais savoir si c'était quelque chose qu'on retrouvait chez les investisseurs à impact. Merci. Je peux commencer si vous voulez. Nous, on a à peu près un taux, c'est environ un dossier pour 10, alors ça varie, mais ça tient surtout au fait que finalement les projets qui nous contactent, c'est toujours, on n'a jamais eu des projets ça arrive peut-être une ou deux fois dans l'année, des projets qui sont vraiment totalement à l'extrémité de ce qu'on fait et qui n'ont aucun sujet autour de l'impact, même un projet qui aurait du sens, qui serait éthique ou j'en sais rien. Donc voilà, et la sélection, en fait, elle se fait pas que au niveau de l'impact. Forcément, on a tous notre définition. Nous, on est assez exigeants. Mais après, on a toute une autre batterie de critères plus économiques, la maturité, le type de projet. Est-ce que c'est un projet d'essaimage? Est-ce qu'on est plutôt dans de l'accélération? Et ça vient compléter la sélection, mais c'est pas uniquement lié à l'impact. Donc voilà, nous, c'est à peu près ça. On reçoit pas mal de projets. On essaye, dès l'instant qu'il y a un intérêt, on essaye toujours d'échanger avec les entreprises, parce que parfois, comme on le dit, et c'est un peu le sujet d'aujourd'hui, on nous envoie une présentation, mais une présentation, il n'y a personne derrière. Il y a des choses qui peuvent passer à côté, notamment parfois, on a eu des projets qui nous envoyaient un deck et en fait, on ne voyait pas bien l'impact, etc. Et puis, en échangeant avec la personne, on se rend compte que c'est tout autre chose. Donc voilà, c'est pour la sélection, nous, c'est à peu près un dossier sur 10. Je sais, honnêtement, dans le marché des fonds impact, je ne saurais pas dire. Ça dépend aussi les structures. Ça dépend si votre fonds enfin, si le fonds que vous avez ciblé est un fonds qui en reçoit beaucoup, mais voilà, c'est en tout cas nous concernant, c'est ça. Je peux peut-être enchaîner. Nous, je crois qu'on doit être à 3 ou 4%. Après, je pense que aujourd'hui, un fonds à impact, ça reste un fonds d'investissement. Donc, un fonds, comment ça fonctionne, vous le savez sans doute, mais en gros, il a les limited partners, qui sont des entités qui lui confient de l'argent et qui lui donnent 10-12 ans pour le faire fructifier et lui rendre avec ce qu'on appelle un taux de rendement interne appliqué, comme le fait le fonds avec ses propres participations. Donc en fait, un fonds investi dans une startup comme un limited partner investi dans un fonds, c'est la même logique. Hein. Et du coup, le fonds d'impact, lui, va généralement promettre des rendements un peu moins élevés, donc de l'ordre de, je sais pas, alors je connais pas exactement les contrats qui lient les fonds d'impact à des limited partners, mais je pense que ça doit varier entre 6 et 15%, alors qu'un fonds classique va peut-être plutôt varier entre 15 et 20% de cible. C'est pas contractuel. Et du coup, ils ont une sélectivité qui dépend de cette même réalité. Et c'est pas. Alors, ils ont des fonds à allouer et les fonds augmentent. Ce qu'on constate aujourd'hui dans l'impact, comme dans toute l'économie de manière générale, c'est que quand les fonds disponibles augmentent, mais que les projets extraordinaires ne sont pas plus nombreux, les valos explosent. Donc ça, c'est ce qu'on constate aujourd'hui sur le marché. Et les valos explosent parce qu'un fonds ne peut pas se permettre d'investir dans une entreprise qu'il considère comme pas suffisamment sexy pour lui. C'est pas parce qu'il a plus de fonds à investir qu'il va baisser en fait ses exigences. Donc voilà, je pense qu'il faut considérer les fonds impact comme un fonds classique dans sa sélectivité. C'est juste que il a un prisme d'analyse de l'activité différent.
Merci, Maxime. Il y a encore une petite question de la part de Lisa qui demande à quel stade de maturité intervenez-vous les uns les autres et elle nous précise que c'est une question complètement intéressée. Moi, je peux répondre. C'est vrai que on va pas parler de chiffre d'affaires brut, mais il faut quand même qu'il y ait du chiffre d'affaires récurrent, on va dire. Disons qu'en dessous de entre 5 et 10 000 euros mensuels, c'est bien, quoi. On commence à regarder. Voilà. En deçà, mais je parle de chiffre d'affaires récurrent. Moi, je viens en deuxième parce qu'à mon avis, on est au même niveau avec FBA. Nous, c'est à partir de 10K de revenus mensuels récurrents, effectivement. Et après, si c'est des revenus annuels plus en B2B avec des contrats de plus longue durée, on est sur minimum 100K de CA sur le dernier exercice clôturé. Après, on n'est pas bête et méchant et on regarde aussi la tendance de croissance mensuelle de manière assez intéressée et surtout le pipe commercial sécurisé à court terme et l'importance, le poids des clients sur le mix client total. Et Ricardo, pardon, vas-y. Désolée. Et du coup, nous concernant, on est dans des phases plutôt de maturité assez avancées. On fait pas d'amorçage. On regarde des structures qui ont 5 ans et qui font donc avec parce qu'en fait le fonds on a un fonds qui est en fin de période d'investissement, qui regardait des structures un peu plus jeunes, mais qui n'a plus de capacité d'investissement aujourd'hui. Sinon, ce qui nous concerne, on fait plutôt ce qu'on appelle du changement d'échelle. On regarde des structures qui sont assez matures. Ça ne veut pas forcément dire qu'elles soient rentables, puisqu'on est un fonds généraliste. Selon les modèles économiques et les secteurs, ça n'a pas du tout les notions de rentabilité, ne sont pas du tout les mêmes. Du coup, nous, c'est un minimum 5 ans et un chiffre d'affaires assez. On est plutôt aux alentours de 2 millions d'euros, donc on est vraiment dans des phases plutôt de maturité élevée. Ce qui nous concerne, du coup, ça boucle la boucle. Et Ricardo, alors toi, c'est pas du financement, mais tu préconises qu'on fasse appel à Impact Track pour vraiment quantifier son impact à partir de quel moment? Donc, en fait, l'offre, la solution, elle a pour but d'autonomiser les entreprises. Après, je pense que ça vaut le coup vraiment de mettre en place Maison d'Impact à partir du moment où ils ont une opération en place. Avant, avoir quelque chose sur place, sur le terrain, on peut pas mesurer. Ce qu'on peut faire, c'est d'écrire comment les activités génèrent de l'impact. Donc, notamment, s'appuyer sur la théorie de changement. Et ça, pour le pitch, je pense que c'est très important de dire OK, on fait ça. Grâce à ces activités, on génère ces résultats immédiats à court terme et on envisage de créer cet impact à long terme. Et c'est important d'avoir une logique entre les activités, les résultats et l'impact envisagé. Donc, ça, c'est j'échange couramment avec des DG des fondations. Il y a plusieurs DG qui expliquent leur fondation ou leur société aussi de cette façon. Je pense que c'est assez clair et convaincant. Après, une fois qu'on est en opération, on va pouvoir démontrer plutôt des chiffres et des indicateurs. Donc, à ces moments-là, aujourd'hui, on a une centaine d'organisations actives dans la plateforme, une quinzaine de financeurs et voilà, c'est plutôt des projets qui sont déjà actifs. Merci pour ces réponses. Je ne sais pas si vous avez encore les uns les autres des questions. Juste pour notre expérience, pour des projets plus jeunes, on a eu des questions au début, on avait juste oublié de mentionner Réseau Entreprendre, qui pour nous c'était important.
même pour avoir un effet des leviers pour le prêt bancaire. Donc, Réseau Entreprendre, c'était notre premier outil de définancement à travers un prêt d'honneur. De l'incubateur. Et effectivement, toi, le petit conseil, Ricardo, en tant qu'entrepreneur start-upper, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux personnes qui vont là se mettre à envisager leur première levée de fonds? Je pense que le premier conseil, c'est que ça prend beaucoup de temps. Donc, pour s'élancer, il faut être sûr ou plus ou moins sûr qu'on va réussir. Donc, c'est d'abord de comprendre quels sont les critères et qu'on répond vraiment à ces critères. Sinon, c'est inutile de tenter. Et puis, de se préparer, notamment la présentation, faire des présentations plutôt en off, en informel, avant de présenter ça aux investisseurs, parce qu'on n'a pas beaucoup d'opportunités. Une fois qu'ils vous présentez à un financeur, c'est fait. On ne peut pas représenter une chose différente. Voilà, donc le timing, ça consomme beaucoup de temps. Si c'est pas le bon moment, cherchez une autre source de financement, de prêt. Il y a d'autres dispositifs. Une fois que vous êtes prêt, allez-y. Et effectivement, peut-être pour conclure, s'il y a pas, il y a encore une question. Est-ce qu'un projet d'entreprise qui a parmi ses objectifs, la lutte contre la contrefaçon de produits agroalimentaires est un projet à impact? C'est une question de Jacopo. Oui, la lutte contre la contrefaçon de produits alimentaires. Donc, en fait, un outil de traçage. Jacopo, on t'invite à ouvrir ton micro, ce sera peut-être plus simple pour ta question. Oui, bonjour à tous. Je me demandais effectivement, en ce qui concerne la traçabilité de produits agroalimentaires, ayant parmi les objectifs donc ce projet la lutte contre la contrefaçon au sens large, si on peut considérer que c'est un projet à impact. Je vais répondre. Dans ce milieu-là, je connais Connecting Food, qui utilise la blockchain pour la traçabilité des ingrédients et qui, eux, travaillent pas mal avec des grands groupes. Pour moi, c'est un projet à impact. Si la fraude est une réalité et que l'outil permet de réduire cette fraude, bah oui. Ouais, je pense que ça, c'est un très bon point, Maxime. Ouais. Est-ce que le problème, il est réel? Et pour présenter auprès des investisseurs, je pense tous les projets impact, je les conseille de commencer par le problème. Est-ce que la fraude, elle existe? Quels sont les dégâts de la fraude? Et à partir de là, présenter la solution. Oui, parce que si on part de l'autre côté, c'est-à-dire, il ne faut pas que ce soit uniquement un argumentaire marketing, en fait. Voilà, il faut vraiment que le problème existe. Voilà, je suis d'accord avec ça. Il ne faut pas que ce soit juste un outil qui permet de faire du marketing pour certaines grandes marques qui pourraient mettre en avant le fait qu'elles ont tracé. Voilà, donc c'est toujours la même problématique. Il faut résoudre un vrai problème. Merci. Alors, Amandine vous remercie tous. J'imagine qu'elle va se déconnecter. Peut-être pour conclure, pour qu'on tienne à peu près le timing, donc Ricardo a donné ses premières préconisations pour mener à bien une levée de fonds. Est-ce que Kat, Maxime, Faustine, vous auriez également des conseils à donner pour les startups à impact qui souhaitent se lancer dans la grande aventure de la levée de fonds? Je peux peut-être commencer rapidement. Déjà, c'est pourquoi avoir besoin de lever des fonds? Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Parce qu'on voit de temps en temps des entrepreneurs qui savent pas vraiment en fait pourquoi ils ont vraiment besoin de lever des fonds. Ils ont une idée on veut grossir, on veut croître, mais vraiment identifier ce besoin-là et du coup les ambitions. Et pour l'investisseur, le document central, c'est le business plan Excel, celui en fait qui drive
tout le modèle économique, toute l'ambition de croissance et toutes les ressources qu'il va falloir mettre à disposition au sein de l'entreprise pour aller la chercher. Et du coup, se pose vraiment la question pour l'entrepreneur, qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il veut travailler beaucoup? Parce que ouvrir son capital, c'est faire confiance à des gens et les amener à bord. Et du coup, c'est aussi lâcher dans la gouvernance des droits des droits de vote, hein, tout simplement, sur les décisions à ces gens-là. Et il y a quelques articles sur l'importance de la sélection des actionnaires, parce que si on se gourre, on peut aussi tuer l'entreprise. Donc ça, je pense que c'est la première étape. Et après, la deuxième étape, c'est ne pas hésiter à s'entourer. Tout ce qui est réseau entreprendre, tout ce qui est incubateur, tout ce qu'on appelle senior advisor, et qui vont être désintéressés mais qui ont une expertise et qui peuvent aider, parce que voilà, personne ne sait tout et personne n'est sachant à tous les sujets, sur tous les sujets, donc il faut absolument aller chercher les compétences marketing, commercial, financière, RH, tout ce qu'on peut imaginer, autant que possible, pour justement être le mieux préparé, puisque la réalité, c'est que l'investisseur, il aime bien accompagner les entrepreneurs, mais son métier, c'est pas l'accompagnement en amont de l'investissement, c'est en aval de l'investissement. Donc son temps est compté, il a des objectifs, il a un montant à investir, et donc il a un temps maximal qu'il peut dédier en amont. Et donc le solliciter, c'est bien, mais arriver le plus préparé possible, c'est mieux, puisqu'en fait on démontre aussi qu'on a su s'organiser en amont et que du coup on saura s'organiser en aval aussi après l'investissement. Je suis plutôt d'accord. Moi, je suis plutôt d'accord avec Maxime, et je voulais justement aborder ce sujet et ça rejoint ton point tout à l'heure, Benjamin. La levée de fonds, c'est différent du financement, c'est ouvrir son capital souvent. Après, il y a d'autres mécanismes, mais voilà, en général, c'est ce que disait Maxime. C'est on ouvre son capital, on fait rentrer d'autres personnes qui vont avoir leur mot à dire. Alors après, tout ça, ce sera encadré. Hein. L'idée, c'est pas de laisser son entreprise aux mains d'autres personnes. Mais voilà, c'est lever des fonds, c'est pas juste aller chercher de l'argent, c'est vous embarquer pour quelques années avec des personnes qui vont avoir leur avis, qui vont souvent vous aider. Donc il faut être sûr de ce que vous faites. Ensuite, mon autre conseil, c'est en ce qui concerne les projets impact, c'est de pas scinder les deux. C'est-à-dire que votre projet, a priori, si c'est un projet impact, vous allez croître, vous allez avoir de meilleures performances, mais à côté, vous allez aussi, pourquoi on investit dans des projets impact? Parce qu'on veut que l'impact grossisse. On veut donc faut pas scinder les deux à la fois dans votre présentation, etc. C'est vraiment votre projet, vous voulez faire X% de plus de chiffre d'affaires parce que vous voulez que votre impact il soit, alors selon comment vous allez le mesurer ou le formaliser, il veut que ce soit ça. Donc ça, n'hésitez pas surtout à ne pas scinder. Et le dernier conseil que j'ai, c'est vraiment de multiplier que ce soit des fonds, des business angels, des plateformes de financement. Il faut aller voir beaucoup d'acteurs, il faut discuter avec eux, il faut vraiment voir ceux qui pourraient vous correspondre, comment est-ce que vous avez envie de fonctionner, quelles sont les structures qu'ils accompagnent, etc. Il faut vraiment multiplier tous ces acteurs, parce que si vous vous limitez à un ou deux acteurs, finalement, ça ne fonctionne pas, vous êtes déçu, ça ne correspond pas, j'en sais rien, pour plein de raisons. Vous allez tout le temps que vous aurez mis à préparer votre levée, ce sera perdu. Donc n'hésitez pas, à moins que vous ayez une idée extrêmement précise et 2-3 acteurs en tête. Si vous êtes plutôt dans le flou, n'hésitez pas à multiplier les acteurs. Et Kat, le mot de la fin. Je ne vais pas redire tout ce qui a été dit. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de nombreuses structures en fait qui accompagnent les entreprises à impact et qui sont là. On est tous à vouloir œuvrer dans le même sens, et donc il faut être déterminé, préparer en amont, et puis voilà, si son idée est intéressante, si on a beaucoup d'énergie pour la développer, il n'y a aucune raison qu'on ne trouve pas un partenaire pour la financer. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Si vous avez une dernière question, c'est le moment ou jamais.
Après, évidemment, vous pouvez nous rajouter respectivement sur LinkedIn et si jamais vous avez des questions, on se fera un grand plaisir de vous y répondre. Merci beaucoup pour les premiers retours qui sont très positifs. Merci à vous. Merci. Et je reste là jusqu'à ce que tout le monde vide le salon. Et si jamais, je vous souhaite un excellent week-end et un très très bel après-midi.